J'inviterai Dr Leblanc, qui travaille à l'USPQ avec nous, qui va nous parler de, j'allais dire réadaptation, mais c'est pas comme ça qu'il faut, c'est réhabilitation. Réhabilitation. Défaillance cardiaque. Oui, c'est ça. Marie-Hélène? Nouveau terme. Alors bonjour, ça me fait plaisir d'être là. De vous parler un peu de réhabilitation. En fait, ça aussi, c'est un sujet, je pense que Dr O'Meara a travaillé beaucoup au niveau des lignes directrices, mais qui ne sont pas encore publiées, comme elle vous l'a mentionné. Alors, on peut vous en parler un peu de ce qui s'en vient, mais finalement, il y a beaucoup déjà des... si vous regardez les guides de la Société européenne de cardiologie qui ont été publiés en 2012, ils en parlent. Il y a même plein de nouvelles données récentes, même, je vous dirais, quasiment dans la dernière semaine ou dans le dernier mois, qui sont parues sur réhabilitation, personnes âgées, l'exercice de la personne âgée. Il y a des choses extraordinaires qui sont sorties là-dessus. Alors, je vous présente un cas, puis je vais faire comme Eileen. Vous allez lever la main quand je vais vous poser des questions. Alors, une dame de 74 ans avec une histoire d'insuffisance cardiaque, qui a une fraction d'éjection de 25 %, qui a été hospitalisée pour la dernière fois il y a environ 1 an. Elle est sous ramipril, 10 mg par jour, bisoprolol, 10 mg par jour, de la spironolactone, 25 par jour, l'anoxin, 0.0625, furosémide 40 ID, elle a un défibrillateur, puis elle est également resynchronisée. Classe 2 à 3, très stable. Petite déficience cognitive, légèrement un petit peu de dépression aussi. Elle ne conduit pas, mais autrement que ça, elle vit seule dans son appartement, puis elle est assez indépendante. Elle a une arthrite, une ostéoarthrite du genou, puis elle marche un peu avec une canne quand elle a besoin de supporter ou d'avoir plus d'équilibre. Question. En ce qui concerne l'exercice chez cette patiente, est-ce que sa FEVG est trop basse pour faire de l'exercice? Ses comorbidités sont une contre-indication à la réhabilitation. Elle devrait être référée en réhabilitation. Elle ne devrait pas s'entraîner parce qu'elle a un défibrillateur. Elle devrait être rassurée et encouragée à se procurer de l'équipement pour s'entraîner à la maison. Qu'en pensez-vous? 1, 2, 3, je pense que la majorité l'emporte, 4, 5, alors voilà. Elle devrait être référée en réhabilitation. Alors, c'est quoi de la réhabilitation? Alors, c'est une approche multifacétaire qui va inclure plusieurs paramètres chez notre patient. C'est-à-dire qu'on va cibler des facteurs de risque, puis on va essayer d'y remédier, puis on va essayer aussi d'entraîner des modifications de sa situation, de sa façon de fonctionner pour soutenir, en fait, pour atteindre une meilleure qualité de vie ou un meilleur style de vie, une meilleure adhérence à la pharmacologie, puis une augmentation de l'activité physique, de son niveau d'activité physique. Implicitement, tout ça, là, il faut promouvoir chez les patients insuffisants cardiaques l'autosuffisance ou l'autostratégie en termes de médication ou d'adhérence à son traitement de défaillance cardiaque. La physiologie de l'exercice là, chez les patients, en fait, vous en avez sûrement vu des patients qui ont de la défaillance cardiaque et qui ont des faibles fractions d'éjection, mais qui sont quand même extrêmement fonctionnels. Alors, ça ne va pas avec la fraction d'éjection basse, ça va beaucoup avec la capacité, l'adaptation de la propre personne à son système. Alors, c'est plus ou moins vrai quand on regarde la fraction d'éjection. Il va y avoir des patients qui ont 40 % de fraction d'éjection qui ont de la difficulté à fonctionner, d'autres qui en ont 20 puis qui font une qualité de vie très bonne. Alors, il y a beaucoup de facteurs, en particulier les facteurs périphériques qui vont jouer dans la défaillance cardiaque et entre autres, vous connaissez tous la dysfonction endothéliale, l'activation neuro-hormonale et l'inflammation qui est un facteur important aussi. Tout ça, ça va amener des problèmes au niveau musculaire périphérique, c'est-à-dire moins grande quantité de la masse musculaire,
diminution de la densité des capillaires, particulièrement au niveau des muscles. Vous avez d'importantes anomalies au niveau des mitochondries qui, on sait, elles, font fonctionner la cellule, entre autres diminution de l'ATP. Modification du type de fibres musculaires aussi, ce qui est important. Moins de fibres de type 1, qui sont les fibres qui sont les fibres lentes, et plus de type B, qui, elles, sont les muscles, les fibres à contraction rapide, mais qui sont souvent elles-mêmes atrophiées dans cette pathologie. Alors, dans votre 50 minutes, là, qu'on a appris ce matin qu'il fallait questionner le patient, parler de dépression, parler de tout, puis tout ça, bien, vous pouvez lui demander si dans sa cédule, il y a un peu de temps, 1 heure par jour pour faire de l'exercice, ou s'il préfère être mort 24 heures par jour. Alors, qu'est-ce que ça fait, l'exercice? En fait, ça fait plusieurs choses. Normalement, dans toutes les études, on voit qu'il n'y a pas de changement important du débit cardiaque, sauf à une activité physique extrêmement élevée. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ça améliore beaucoup les indices de fonction diastolique chez les patients. Alors, souvent, ils sont améliorés. On améliore la densité des mitochondries, leur fonction. Il y a moins de lactates qui sont produits. On restaure la proportion des fibres 1. La fonction endothéliale est améliorée. Nos systèmes sympathiques, rénine, angiotensine, aldostérone fonctionnent mieux. Et il y a moins d'inflammation également qui est produite ou on la diminue, en fait, lorsqu'on peut faire un peu plus d'exercice. Alors, chez nos patients insuffisants cardiaques, est-ce que c'est aussi bon que chez quelqu'un qui est en forme, en santé, jeune et qui n'a pas de maladie et qui est seulement pas actif physiquement ou qui est sédentaire? Alors, il y a eu beaucoup d'exercices, beaucoup d'études qui ont été faites. Entre autres, il y a eu une étude, un relevé Cochrane qui a été fait dans les années 2010, qui a regardé toutes les études, beaucoup d'études qui avaient été faites, 19 études randomisées, contrôlées, 3600 patients, qui ont regardé c'est-tu bon chez les insuffisants cardiaques. En fait, la seule chose qu'on pouvait noter de façon significative chez les patients, c'est qu'il y avait peut-être moins d'admissions pour défaillance cardiaque chez les patients et qu'on notait aussi une amélioration où quand on questionnait les gens, ils se disaient nécessairement mieux dans leur corps ou dans leur bien-être, ils étaient mieux. Mais pour ce qui était de mortalité, il n'y avait pas de grandes études qui avaient été faites jusqu'à ce qu'on arrive à l'étude Heart Failure Action, sur laquelle tout le monde a misé beaucoup sur cette étude-là pour savoir est-ce que c'est bon dans les sciences cardiaques de faire de l'exercice. Alors, ça a été la première grande étude randomisée contrôlée chez des patients stables avec une diminution de la fonction ventriculaire. Ça, faut bien noter que ce n'était pas des patients avec fraction d'éjection préservée. Il y a d'autres études qui ont été faites ultérieurement chez ces patients-là. Mais en général, 2 groupes, le groupe exercice où il y avait 3 sessions par semaine pendant 3 mois, où durant les premiers temps, on essayait d'atteindre 60% de la fréquence cardiaque maximale pour environ 6 sessions, durée moyenne de l'exercice entre 15 et 30 minutes. Puis après ça, on accélérait la fréquence pour atteindre un 70% de fréquence. Le but, c'était que, après un certain temps, les gens pouvaient continuer à la maison pendant 40 minutes, 5 fois par semaine, à 60-70% de leur réserve cardiaque. Et on avait l'autre groupe de patients qui était, vous pouvez faire de l'exercice, vous avez le droit. Tout le monde avait eu le même enseignement au départ sur la prise de médication, la restriction hydrosodée, etc. Les conseils, c'était le même, sauf qu'il y avait vraiment 2 groupes. Et il y a eu un follow-up moyen de 2,5 années. Alors, comme vous pouvez constater, âge moyen 59 ans par rapport aux autres études ultérieures qui ont été faites dans la défaillance avec fraction d'éjection préservée où c'était des gens qui avaient plus que 70 ans. 30% de femmes environ, comme dans la majorité des études en insuffisance cardiaque, des classes fonctionnelles 2, 3 en moyenne. Fraction d'éjection de l'ordre de 25%, étiologie multiple, 20% de fibrillation ou flotteur auriculaire.
et des patients avec, peu ou certaines autres comorbidités qui étaient associées, dont diabète ou un ACV ou un ICT ancien. Alors, ce qu'on trouve, c'est que toute cause mortalité, toute cause d'hospitalisation, il n'y avait pas de changement significatif. Ça inclut les hospitalisations vraiment pour toute cause, en ajustant naturellement toutes les histoires, fibrillation auriculaire, dépression, etc. Tout était fait de cette façon-là. Par contre, quand on regarde seulement la mortalité cardiovasculaire ou l'hospitalisation pour défaillance cardiaque, c'est là où on notait que finalement, on pouvait avoir jusqu'à un 11% de différence ou d'amélioration par rapport au traitement standard. Donc, même si cette étude-là n'a pas été l'étude qui a révolutionné le monde de la réhabilitation chez les défaillants cardiaques, ça nous a quand même donné des guides que ces gens-là pouvaient diminuer les hospitalisations et améliorer quand même leur qualité de vie lorsqu'ils faisaient plus d'exercice. Est-ce qu'il y a eu, c'était-tu dangereux de faire de l'exercice chez ces patients-là? Pas vraiment. Il n'y a pas eu de problème majeur comparativement aux gens qui étaient à la maison ou qui étaient au groupe standard. Il y a eu des hospitalisations, un petit peu plus de défaillance cardiaque, de l'angine, des arythmies. Dans les deux groupes, c'était à peu près la seule différence. Et seulement un patient a eu un choc de son... 1% environ de patients ont eu des chocs de leur défibrillateur, ce qui était pour des exercices plus importants. Donc, on considère que ce n'est pas une contre-indication à faire de l'exercice. Et sur les 90%, les 490 patients dans le groupe exercice, il y en a juste un qui a eu un choc de son défibrillateur. Donc, défibrillateur, ce n'est pas une contre-indication à faire de l'exercice. L'exercice est sécuritaire. Par contre, les patients n'adhèrent pas à l'exercice. Ils n'y vont pas, ils ont toutes sortes de raisons. 30% des sujets qui étaient déjà dans le programme d'activité physique, c'était 3 fois par semaine, on se rappelle, ils l'ont fait à peu près. Là, il y a 30% qui l'ont fait, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas atteint le temps, la durée ou le nombre de séances par semaine qu'ils devaient faire. Puis il y en a beaucoup qui s'exerçaient seulement une fois de temps en temps. Alors, il y a vraiment un problème de motivation qui est là. Revenons à notre patiente. On a décidé qu'elle a été référée en réhabilitation, mais elle a des comorbidités. Vous vous rappelez, on en a entendu parler ce matin. La patiente, elle a de l'arthrose à son genou. Alors, on a entendu parler qu'on pouvait faire de l'analgésie, surtout quand elle a une arthrose au genou. Alors, peut-être que chez elle, il faudrait favoriser une bicyclette ergométrique plutôt que de la marche ou un tapis roulant. Légère dépression, ce n'est pas une contre-indication à l'exercice. Au contraire, ça peut améliorer la sensation de bien-être. Et l'atteinte cognitive légère aussi, c'est rapporté que l'augmentation de l'activité physique, ça aide aussi les problèmes cognitifs. Par contre, dans le programme de réhabilitation, chez cette dame-là, on réalise qu'elle a des problèmes de transport parce qu'elle vit seule, elle ne conduit plus son auto, puis des fois, elle est obligée d'utiliser une canne pour se déplacer à cause de ses genoux. Et il faut également aborder avec elle, c'est quoi ses priorités? Qu'est-ce qui est bon pour elle? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Est-ce qu'elle veut rester chez elle à lire, tricoter, écouter la TV, pas bouger? Ou si elle veut rencontrer, avoir des interactions sociales plus importantes, être capable de sortir, de bouger et de se sentir mieux. Alors ça, c'est l'autre chose qui va faire partie des guidelines canadiens. En fait, l'auto-soin, la prise en charge de la personne âgée. La patiente, elle s'inscrit, ça va bien, mais elle n'y va pas souvent. Alors, un des thérapeutes va la rencontrer pour essayer de savoir, c'est quoi le problème, c'est pourquoi elle ne vient pas plus souvent, elle est inscrite, mais elle manque de motivation. Alors, la patiente, entre autres, a les jambes plus enflées, puis il faut augmenter ses diurétiques. En la questionnant, on réalise qu'elle mange des sardines et qu'elle mange du hareng mariné. Alors, sa quantité de sel absorbée est vraiment beaucoup plus importante.
Et je vous dirai pourquoi elle fait ça tantôt. Alors, en ce qui concerne la poursuite de la réhabilitation, elle devrait être écartée du programme, mise sous antidépresseur et réévaluée, placée en institution parce qu'elle a une atteinte cognitive puis elle n'est pas capable de poursuivre son programme. Ses connaissances en défaillance cardiaque et ses objectifs personnels devraient être évalués et incorporés dans son programme de réhabilitation. Et on devrait la disputer de ne pas profiter d'une opportunité extraordinaire. Alors, 1, 2, 3, 4. Bravo. Voilà. Ça fait partie des objectifs de la défaillance cardiaque. C'est important, la défaillance cardiaque. Il y a des guidelines, les traitements. Les patients peuvent faire de l'exercice, ils doivent se peser. On a besoin parfois d'un système d'urgence. Il y a toutes les assistances mécaniques chez certains patients qui peuvent nous aider aussi. La salière, l'amélioration de l'alimentation, la restriction hydrique, un peu de travail physique aussi. Les soins intensifs, voilà, il y a tout. Alors, l'auto-soin, on va suggérer que ce soit fait beaucoup plus chez les patients. C'est la capacité d'un individu à prendre, à réaliser ses symptômes et à prendre soin de lui-même au niveau de son traitement, de l'activité physique et de réaliser aussi qu'il y a des conséquences psychosociales et au niveau de sa qualité de vie. Tous ces changements-là qui sont impliqués et inhérents à vivre avec une maladie chronique. Ça pourrait être aussi cancer, autre maladie chronique débilitante, là, mais on veut que les gens se prennent un petit peu plus en charge. L'auto-maintien, c'est l'adhérence aux traitements prescrits et à des bonnes pratiques, une attitude positive en ce qui concerne leur santé. Et être capable aussi de reconnaître dans leurs conditions qu'il y a parfois des modifications, qu'il peut y avoir, dépression, réponses émotionnelles différentes. On parle seulement de personnes âgées, des fois qui vivent seules, qui ont d'autres problèmes. Les enfants sont éloignés, sont veufs, ils ont de la difficulté à se déplacer, ils ont d'autres comorbidités, ils n'ont plus de voiture. Ça coûte cher aller s'inscrire dans un programme de réhabilitation, c'est pas remboursé. Il y a beaucoup de conditions qui sont là. Et des fois, ils n'ont pas d'argent pour acheter, ils pensent que ça coûte cher se nourrir, il faut qu'ils fassent attention. Alors, d'où l'importance d'une bonne équipe multidisciplinaire pour s'occuper de ces patients-là qui vont effectivement revoir avec eux qu'est-ce qui peut être fait. Et ça a été prouvé que les approches multidisciplinaires pouvaient diminuer la morbidité et peut-être la mortalité, mais certainement améliorer la qualité de vie des patients parce qu'on peut les amener à répondre plus vite ou à consulter plus vite lorsqu'ils sont malades. Je vais passer là-dessus pour aller un petit peu plus vite. Beaucoup d'études qui ont été faites aussi lorsque les patients sortent de l'hôpital. C'est-tu bon? Qu'est-ce qu'on fait? On peut leur parler, mais si on leur parle juste une fois à l'hôpital avant qu'ils sortent, souvent les patients vont oublier, puis ça ne durera pas. Par contre, quand on leur fait un plan individuel pour restriction, SOD, la PESEID, les bonnes habitudes, qu'on les recontacte, qui sont revus et qu'on fait un suivi, même si ce n'est qu'un suivi téléphonique, on réalise qu'il y a une grande amélioration au niveau du taux de réhospitalisation, de décès, réhospitalisations qui sont diminuées. Et finalement, au niveau de la société, ça finit par coûter moins cher parce que les patients se prennent un petit peu plus en main. Quand on regarde aussi les patients, souvent, ils attendent longtemps avant de consulter. Alors, l'éducation, c'est important. Mais l'éducation toute seule, il n'y a pas juste ça. Il faut que les patients se prennent en main et qu'ils apprennent. Parce que le gain de poids moyen, si vous regardez la durée, c'est 7 jours avant que quelqu'un appelle ou consulte pour la prise de poids chez un insuffisant cardiaque. Alors, ils vont consulter plus vite, ils sont essoufflés, s'ils ont autre chose, mais la prise de poids, là, des fois, ils attendent, puis demain, je vais peser moins, mais finalement, il s'est passé une semaine, puis on a plus de problèmes. Alors, on revient à notre patiente, à manger des sardines puis du hareng, parce que quand elle est allée à sa réhabilitation, il y avait une nutritionniste qui parlait, puis elle disait que c'était important de manger des poissons riches en oméga 3.
Alors, elle s'est dit, ben, je vais manger ça, sauf que c'est important de revenir régulièrement avec nos patients pour leur dire, regardez, il y a des sources de sel, ces poissons-là, oui, c'est bon, mais il y a plus de sel. Donc, c'est important de s'assurer que les patients comprennent bien. Comme disait Mario tout à l'heure, il faut que les patients comprennent. Et puis, il faut s'assurer qu'il faut leur poser des questions, leur demander s'ils ont bien compris quand on leur expliquait. Elle trouve que la réhabilitation, c'est une tâche. Elle s'ennuie. C'est une madame qui travaillait à la soupe populaire avant, puis elle avait des interactions sociales, mais là, bon, elle a de la misère à marcher, elle a plus de misère. Alors, le thérapeute, lui, il dit que l'exercice, c'est sûr que ça va lui redonner de l'endurance, ça peut lui donner, elle va être moins fatiguée, peut-être moins essoufflée, plus d'endurance pour refaire son bénévolat. Puis en plus, c'est l'interaction sociale, il y en a aussi. D'encourager à s'intégrer aux autres patients pour accroître le plaisir de s'entraîner. Elle participe plus souvent, puis elle constate les bénéfices de la réhabilitation et elle va constater, par le fait même, l'importance de l'auto-soin. C'est important aussi, les patients, ils ne peuvent pas toujours aller s'entraîner dans un centre. Alors, il y en a qui préfèrent faire des activités régulières, comme du jardinage, d'autres choses. Il y a beaucoup d'études qui vont se faire là, prochainement sur le sujet, comment améliorer la qualité de vie des personnes âgées en ayant une motivation plus grande et puis utiliser l'entourage familial, les amis, un groupe tel qu'en réhabilitation pour leur aider. Alors voilà, c'est terminé. Excellent.